Salut la compagnie et bienvenue sur Parlons VFX. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Kenza Chiadi Fonderflick, recruteuse coordinatrice à Illumination MacGuff. Elle vous expliquera comment d'artiste elle est devenue coordinatrice puis recruteuse. Elle vous donnera également de très bons conseils sur comment réaliser vos bandes démos. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serai ravie de vous lire et même de vous répondre. On se retrouve pour le prochain Parlons VFX le 10 juillet à 20h en compagnie de Romain Jacquino, lead prep à Rodeo FX. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo. Enjoy! Hello, 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 salut tout le monde. Du coup, tu as bien prononcé mon nom. Ouais. Pas de Et j'ai senti ton petit doute. Du coup, ouais, je travaille au recrutement à Illumination MacGuff. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser et ceux qui veulent savoir. Et voilà, donc Illumination MacGuff qui a réalisé et créé tous les films Moi moche et méchant, Les Mignons, tous en scène comme des bêtes. Voilà, pour éclaircir un peu. Donc du coup, juste pour les nouveaux et autres, donc déjà j'espère que le son marche bien pour vous. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un problème. Et puis bon, vous connaissez le principe, vous me posez les questions sur le chat et donc on les pose à Kenza pour vous. Et du coup, Kenza, tu essaieras d'y répondre au maximum. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, cool. Donc, du coup, Kenza, peux-tu nous parler un peu en quoi consiste le recrutement comme ça, coordination de recrutement? Alors bon, ça c'est l'intitulé du poste. Après, moi je fais partie d'une équipe donc de 3 personnes au recrutement. Je suis la nouvelle recrue. Je suis arrivée en octobre dernier. Donc il y a notre head of recrutement, il y a la manager au recrutement, et il y a moi, donc coordinatrice. Alors oui, on ne fait pas toutes les mêmes missions. En ce qui me concerne moi, et c'est ce qu'on fait un peu tout en commun. Moi, je m'occupe de chercher les candidats, donc quand on a des besoins dans une production, donc quel que soit le département. Après, à savoir que comme c'est un gros studio, les départements sont partagés pour nous trois. Donc en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est set and props, que ce soit modeling, rig ou surfacing. Après, je m'occupe du pipeline, fixe animation, digital matte painting et CFX. Donc en fait, voilà, quand moi il y a un besoin dans ces départements-là sur une prod, c'est moi qui m'en charge. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on cherche dans des groupes d'élèves, dans des groupes de 3D sur Facebook. Moi qui viens d'Artefix, du coup, ben, je publie aussi dans le groupe des, euh, des anciens élèves ou le Artefix Job. Je cherche aussi énormément sur LinkedIn les personnes, voilà, des personnes qui sont disponibles. On regarde beaucoup les ArtStation aussi. Et ensuite, on fait cette sélection-là. On a aussi notre base de données au sein du studio qui nous permet, ben voilà, quand on reçoit les candidatures, qui nous permet de les voir. Donc on cherche aussi dans cette base de données quand on a des besoins. Et ensuite, on fait cette sélection, on les envoie au superviseur, on organise les entretiens si certaines personnes sont sélectionnées. Et à partir de là, je ne m'occupe plus de l'embauche. Une fois que l'entretien est passé, en parallèle, on fait aussi les présentations, les jurys d'école. Et on assiste au festival voilà, pour faire des présentations, pour faire des entretiens. Et comme voilà, la semaine prochaine, on sera au festival d'Annecy, mais en ligne. Ah, ah, en ligne, c'est dommage. J'ai pas fait Annecy encore, je l'ai raté l'année dernière en tant que recruteuse. Et cette année, je le rate à 50%. Ah, j'espère que tu pourras un jour y aller IRL, c'est un super festival. Mais en tant qu'étudiante, donc j'étais allée faire la bamboula et regarder les films, quoi. Voilà, Ok, voilà. ok. Ok. Et du coup, donc tu parlais d'Artefix, donc quel a été ton parcours en fait pour toi en arriver là?
Long parcours. Alors bon, je vais faire assez rapide. Moi, j'ai grandi en Afrique, donc j'ai grandi à Dakar, la capitale du Sénégal. À ce moment-là, donc il y avait quand même une belle culture de l'art, de la musique, etc. Sauf que c'est vrai que en termes de cinéma, ça ramait un petit peu. Et c'est en venant en France, quand je me suis inscrite au lycée français à Montpellier, on m'a proposé de faire une spécialité artistique. Donc, dans ces spécialités-là, il y avait le cinéma. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans le vif du sujet et connaître vraiment les coulisses du cinéma, du tournage, de l'écriture de scénario, etc. Après, voilà, j'étais très perdue en termes de post-bac. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai une copine qui m'a dit j'ai un pote qui est Artefix, va passer le concours, tente ta chance. Et en fait, je suis allée faire le concours d'Artefix sans savoir ce qu'on étudie à Artefix. Je Ah me suis ouais, c'est juste ballsy. je me suis dit bon, à ce qui paraît, il y a du dessin, à ce qui paraît, il y a un peu de story, un peu de machin. Bon, je vais tenter ce concours, on sait pas trop. J'ai constitué un dossier avec des dessins que j'avais fait quand je prenais des cours particuliers de dessin en troisième. Donc j'ai ressorti les trucs du placard parce que la flemme de constituer un dossier tout neuf. Et du coup j'ai eu le concours et voilà, donc j'ai fait l'école Artefix les 5 ans avec beaucoup beaucoup de stress et de difficultés. Comme tout le monde, je pense. C'est ça. Ouais, je suis sortie d'Artefix pas du tout graphiste dans l'âme, donc j'en ai pas mal bavé intérieurement, mais très belle expérience. Ok, ok. Et donc, après Artefix, bah, qu'est-ce que t'es devenu? Tu as trouvé du boulot facilement? T'es sorti Alors, d'Artefix avec un background plutôt généraliste, c'est ça? ouais, c'est ça. Moi, je suis sortie en tant que CG généraliste d'Artefix. Bon, ben voilà, parce que c'est ce que j'avais fait sur mon film et je m'étais pas vraiment spécialisée pendant toute la scolarité parce que, ben voilà, je pense que je voulais vraiment pas faire ça. Donc, je m'intéressais pas à grand-chose, on va dire. Enfin, c'est dur à dire avec le recul, mais bon, on évolue donc on est conscient que c'était ça et pas autre chose, faut pas se leurrer. Et en fait, en quatrième année, quand on a commencé à nous dire qu'il fallait faire un stage, etc., moi j'avais entendu pas mal de filles des promos au-dessus de la mienne qui me disaient qu'elles avaient fait des stages dans la gestion de projet, etc. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à entendre parler de ce métier-là, que ça existait, parce que voilà pour la petite anecdote, je ne suis pas sortie pour faire du recrutement non plus. À la base, je suis sortie d'Artefix pour être coordinatrice VFX, donc c'est de la gestion de projet. Et c'est pour faire très simple, c'est faire la passerelle entre tout ce qui est la réalisation, la production et les graphistes. Et en cinquième année, du coup, j'ai rencontré Marja Makota, qui est une coordinatrice, en fait, qui a intégré Artefix, donc toute l'équipe de l'administration, l'équipe pédagogique. Et en fait, elle s'est occupée de la gestion de nos films de fin d'études. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on a créé un peu ce lien-là et où elle m'a enseigné énormément de la gestion de projet. Elle m'a donné pas mal de missions pour que je puisse me faire la main. Et du coup, je suis sortie en tant que coordinatrice. Je me suis présentée comme ça, en tout cas, lors des entretiens. J'ai dit que je voulais être coordinatrice VFX. Et ben, ça a plutôt pas mal fonctionné lors des job dating de fin d'études parce que j'étais la seule de ma promo à vouloir faire ça. Et comme c'était un peu en recherche dans quelques studios, j'ai eu pas mal d'entretiens, mais c'était vraiment pour de la cordeau, donc j'étais super contente. J'avais eu pas mal de propositions, donc ça a plutôt bien fonctionné en sortant de l'école et en sortant, donc j'ai été coordinatrice de production. Cool. Tu nous expliqueras plus tard en quoi exactement ça fonctionne, mais du coup, pour quelles raisons? Parce que donc à Artefix, c'est principalement une école de 3D, d'effets spéciaux, etc. Comment tu t'es dit, tiens, dans cette école où il n'y a pas du tout de production, je vais être productrice. Enfin, pas productrice, mais du coup coordinatrice. Je me le suis pas vraiment dit, ça a été beaucoup de doutes parce que du coup les premières et deuxième années Artefix sont quand même très manuelles dans un sens. On continue le dessin, on fait de la photo, on fait de la sculpture.
Et c'est en deuxième année où on commence vraiment à toucher aux ordinateurs, à aller sur un logiciel de 3D. Je crois que le premier cours de 3D, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Je suis rentrée, j'étais en stress. Je savais pas allumer un ordinateur. Quand il a dit cliquer sur ce logiciel, en fait, quand je suis stressée, j'ai l'impression que je ne sais rien faire. Donc, impossible pour moi d'allumer l'ordinateur. J'avais l'impression que je savais pas le faire. Impossible de cliquer, double-clic sur un logiciel aussi. Alors, une fois qu'on a mis le nez dans le logiciel, je crois que c'était terminé pour moi. Je suis sortie de 2 heures de cours de Maya en pleurant. Je me suis dit, mais jamais, jamais, jamais je vais y arriver. Et puis j'avais une copine avec moi, c'était le même sac. On est sortis en pleurant toutes les deux, mais qu'est-ce qu'on va faire alors que c'était que notre deuxième année? Il y avait encore beaucoup de choses à faire et à prouver et à apprendre. Et du coup, c'est de fil en aiguille, ben voilà, moi j'ai créé des liens, j'ai créé des amitiés, et j'étais toujours dans un doute de est-ce que j'étais pas plutôt quelqu'un qui était plus dans le manuel, plus dans la création, mais de voilà le dessin, la sculpture. Après j'ai eu peur, j'ai voulu faire de la stop motion, donc j'ai voulu partir en troisième année ou je sais plus, fin de deuxième année en me disant ouais je vais faire une école de stop-mo, moi c'est ce que je veux faire. En fait je ne voulais rien faire du tout, j'avais peur. Et en fait c'est grâce à ces filles-là, donc des promos au-dessus qui elles, ben avec une année de plus, avaient appris que ça existait, la coordination de prod, tout ça. Et c'est par les échanges que je me suis dit, moi je suis pas graphiste dans l'âme, je ne veux pas rester derrière un ordi toute ma vie. Je sens que je suis pas passionnée entre guillemets, voilà, par le côté d'être technique et artistique sur l'ordinateur parce que je l'ai bien vu, toutes les personnes motivées, ambitieuses et voilà dans ma promo parce que ces gens-là, le soir, allaient chercher les informations qui leur manquaient, ils faisaient des projets perso, ils suivaient des trucs, des forums, ils regardaient quand ils avaient un problème, ils allaient dans des trucs pour voir, enfin, pour trouver leur solution. Moi, simplement, je me contentais de mon cours à Artefix, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, parce que voilà, bon, bah, on avait des exercices, et je faisais rien de plus. Et c'est là où j'ai compris que, oui, il y avait un gros écart entre ces personnes, ben voilà, qui étaient très passionnées, et moi qui aimais ce que je faisais, mais qui n'avais pas encore ma place. D'accord. L'essentiel, c'est que maintenant tu l'as trouvé. Tard, mais je ne regrette pas le parcours parce que c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant. Voilà, si j'avais arrêté Artefix, j'aurais encore été dans d'autres choses. J'en aurais peut-être jamais entendu parler du côté plus prod que post-prod. Et voilà. Puis on a Donc, besoin aussi hein, d'un peu d'organisation, parce que nous, les artistes, on n'est pas très organisés. Hein. mais moi, c'est un truc, tout le monde, voilà, tout le monde me disait, oui, je comprends pas, t'aimes la paperasse et les plannings. Bon, alors, on fait pas beaucoup de paperasse en coordination de prod. C'est un mythe, Ah. c'est une rumeur. Non, bah voilà, on est beaucoup dans l'organisation. Voilà, faut être carré, faut être organisé, faut gérer son stress. Très très bon exercice pour gérer son stress. Après, voilà, moi, tout ce que je dirais là, en tout cas, et quand je parlerai de mon expérience, ce sera purement personnel parce que j'ai fait que 2 studios depuis que je suis sortie de l'école. Donc, je ne pourrais pas m'aventurer dans d'autres studios, dans d'autres façons de faire. Tout ce que je dirais là, ce sera ce que j'ai vécu. Voilà. Oh, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir. Ouais, tu disais tout à l'heure, donc c'est grâce à Marja, en fait, t'as pu découvrir en fait ce côté production, etc. Donc En c'est fait, comme ça que t'as découvert ce métier, quoi. ouais, en fait, si tu veux, du coup, c'est ce que je disais. Voilà, il y avait ces filles-là, des promos au-dessus, qui étaient parties faire des stages, donc qui étaient revenues avec cette expérience-là, expliquer un peu ce que c'était. Après, quand moi j'ai rencontré Marja, donc à ma cinquième et dernière année d'études, j'ai appris que voilà, elle avait été coordinatrice en production, qu'elle venait de certains studios, etc. Et à un moment donné, ben voilà, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si on déjeune ensemble ou qu'on prenne 1 heure et que tu puisses vraiment m'expliquer ce que tu faisais toi et quel est le métier. À ce moment-là, on a déjeuné ensemble et il y a eu un garçon, Antoine, qui était en jeux vidéo, section jeux vidéo, et qui en fait, je l'ai découvert à ce moment-là, il faisait la gestion de projet, mais en jeux vidéo. En fait, c'était un élève qui allait avoir son diplôme comme nous, sauf que lui, il a préféré faire la gestion de tous les projets de sa promo.
et de se présenter comme ça en disant voilà, moi, ben, je veux faire de la gestion de projet. Et donc, pour commencer et rentrer dans le bain, j'ai fait la gestion de tous les projets. Donc, en fait, on s'est retrouvés à déjeuner tous les trois. Elle nous a beaucoup parlé du coup de ce qui se passait côté cinéma, puisque elle avait pas, il me semble, l'expérience en jeu vidéo. Donc Antoine, lui, prenait les informations. Je pense qu'après, il les... Est-ce que c'est différent en jeu vidéo? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait non plus. Mais en tout cas, voilà, il était avec moi, on prenait toutes les informations nécessaires. Et ensuite, en sortant de l'école, du coup, j'ai dit que j'avais fait un petit peu de mission en gestion de projet. Et je pense que ce qui a joué aussi, et ça a été un plus, et c'est pour ça que je ne regrette pas, c'est que on m'a laissé ma chance parce que je connaissais déjà le système de fabrication, étant donné que j'avais été graphiste. Hmm. Donc, j'avais pas tout ça à apprendre. J'avais juste à apprendre le métier de la gestion de projet. J'avais plus du tout à apprendre qu'est-ce que c'est que l'animation, quelles sont les étapes d'animation, de lighting, de compositing. C'était peut-être 70% de mon apprentissage qui était déjà fait en fait. Donc ça a été beaucoup plus facile d'intégrer et d'apprendre seulement ce qui me restait en pourcentage pour faire de la gestion de projet. On a une question ici. Est-ce qu'il faut faire une école de cinéma pour être coordinatrice de projet? Eh ben, grande question. Je pense qu'il y a des écoles qui proposent de la gestion de projet. Je crois qu'il y a l'école des Gobelins qui... Alors, Gobelins, il y a Annecy, Paris. Alors, je sais pas s'il y a une autre ville pour les Gobelins. Mais en tout cas, une de ces deux écoles-là propose un cursus pour de la gestion de projet. Après, je ne sais pas. Puisque moi, j'ai fait ça et ça a été ma chance. Mais je suis pas sûre que tu aies besoin de faire du cinéma pour être coordinatrice de projet parce que on peut être coordinatrice de n'importe quel projet finalement. On peut faire de la gestion de projet, mais dans tous les domaines. Après, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'avantage, en tout cas, c'est que je connaissais les départements et je connaissais le système de fabrication qui a été un plus en fait. Ouais. En gros, ça t'aide à comprendre quand les artistes vous parlent, tu comprends de quoi ils parlent. Et puis pareil, et du coup, donc là, ça va ramener à Fix Studio et les missions que j'avais au sein de Fix. Mais des fois, on faisait donc les réunions avec le réal qui regardait la dernière version du film, de la publicité, et qui donnait ses retours. Et en fait, mon but, c'était de noter tous ces retours-là et de tout mettre dans Shotgun et de les envoyer à tous les graphistes en disant, par exemple, ben voilà, toi, tu t'occupes du plan 1, ben voilà tout ce qui a été dit sur le plan 1. Essaye de reprendre tes retakes et ensuite, voilà, une fois que c'est rendu, on renverra au réalisateur la nouvelle version avec les retakes. Et en fait, ben, d'avoir le vocabulaire, de savoir quel est le travail et surtout de connaître le temps de rendu ou le temps de réalisation des retakes, c'est important parce que du coup, des fois, ben voilà, il y a des réalisateurs, bon, ils sont là, ils comment dire, ils donnent leur retour et puis ils sont ben, côté réalisation. Mais par exemple, on peut dire oui, est-ce que tu peux me changer cette texture-là pour ce soir 18h? Ben nous, comme on s'y connaît et comme à la Cordo, ben voilà, j'avais le mot de vocabulaire et je connaissais le système de fabrication, j'étais capable de dire ok, on va essayer, mais c'est pas sûr. Et puis pareil, après, bon, on travaille surtout en binôme avec les superviseurs qui dictent, enfin, qui cadrent leurs équipes. Et du coup, des fois, on se disait, ah ouais, mais là, faire rendre ça pour ce soir, ben c'était pas prévu. Est-ce qu'on aura le temps de le rendre ou est-ce que tu peux faire un petit rendu pour lui montrer? Et en fait, ça permet de savoir de quoi on parle en fait beaucoup plus facilement que si j'avais pas fait de VFX juste avant, quoi. Une Voilà. autre question, du coup. Tu es cordeau d'un département spécifique du studio actuellement. Alors, du coup, tu Euh, expliquais que tu n'es plus coordinatrice actuellement. voilà, en fait, c'est ça, je ne suis plus coordinatrice de projet. Là, je suis coordinatrice au recrutement. Donc, je fais que du recrutement maintenant. Je fais plus du tout de gestion de projet. Ça, c'est un poste que j'ai essayé, qu'on m'a offert et que j'étais ravie de, voilà, de faire et d'apprendre parce qu'on me l'a appris aussi. Je suis pas sortie avec toutes les Les clés en clés main.
ça. Mais je l'ai fait, j'ai vu, j'ai adoré, j'ai apprécié. Et en fait, après, je suis passée au recrutement, mais parce qu'on me l'a proposé et parce que pour moi, c'était encore un nouveau challenge et quelque chose que j'avais envie d'essayer. Mais je ne suis plus du tout coordinatrice de projet à l'heure actuelle. D'accord. Et du coup, à Fix, tu étais donc coordinatrice de projet. Qu'est-ce que c'est exactement la coordination? Coordination. Voilà. Ben, en fait, c'est ce que j'expliquais pour faire simple, c'est être la passerelle entre la prod et les graphistes. D'accord. Donc, après, ce que je vais dire là, c'est ce que je faisais personnellement à Fix Studio. Il y a des studios qui sont beaucoup plus gros. Moi, si tu veux, j'étais coordinatrice sur un projet parce que petite équipe, petit projet, donc on pouvait être seul sur chaque projet. En revanche, il y a des studios qui sont immenses avec des films qui ont peut-être des années qui sont pendant des années en production. Et là, à ce moment-là, on va te dire, tu es peut-être coordinatrice d'un seul département, tellement le département est énorme. Ok. Mais voilà, ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Moi, j'étais coordinatrice sur un projet. J'avais le projet de A à Z, c'était le mien en tant que coordinatrice. Et du coup, je travaillais tout le temps en binôme avec le superviseur. Bien évidemment, il y avait ma sup cordeau qui était là pour m'aider, pour m'aiguiller quand j'avais des doutes ou quand j'avais peur de faire une erreur, etc. Mais en fait, on va aux réunions avec le sup, les réals. Moi, j'assiste à la conversation, je prends mes notes. Donc, je suis sur Shotgun, je note tout. Plan 1, il a dit ça. Plan 2, ils ont dit ça. Plan 3, il n'y a rien à changer. Enfin, voilà, tout dépendait de ce qui se passait à cette réunion. Je revenais à mon bureau, je me calais, je prenais toutes mes notes, je les envoyais aux graphistes concernés. Donc, ceux qui faisaient le lighting, je leur envoyais les notes de lighting. Ceux qui faisaient l'anime, je leur envoyais les notes d'anime. À savoir que c'était quand même des petites équipes, donc ça allait relativement vite. Et le soir, ma journée, entre guillemets, commençait réellement lorsque les graphistes partaient. Parce que je récupérais tout ce qu'ils avaient fait comme retech dans la journée. Et j'étais en charge de renvoyer le tout à la prod qu'elle le fasse passer au réalisateur. Donc voilà, j'étais vraiment la passerelle entre les deux. Je faisais passer les retakes, je reprenais tout ce qui avait été corrigé et je le renvoyais dans l'autre sens. Oh, ça devait faire des sacrées journées en fait. Ça a été des sacrées journées. Alors déjà, en tant que coordinatrice tout seul, oui. Et ça a été encore plus des sacrées journées lorsqu'on m'a proposé d'être au recrutement et que j'ai fait du double poste pendant, je crois, 2 mois, 3 mois, ouais. Et là, ça a été très très intense parce que je faisais clairement 2 postes. Wow. Ok. J'ai décidé, ben, à un moment donné, de faire un choix. Et tout le monde n'était pas ravi parce que celui qui m'avait, mon chargé de production, pardon, mon chargé de projet qui m'avait, ben, du coup, embauché pour être coordinatrice, le jour où je lui ai dit j'arrête la coordination, je veux être que au recrutement, bah, du coup, il était un peu déçu parce que, ben, il fallait qu'il fasse une nouvelle embauche parce qu'il m'avait pris. Il m'avait pris pour être cordeau, quoi. Du coup, j'avais vu un peu dans ses yeux qu'il était déçu parce que il perdait son embauche, entre guillemets. Ouais, je vois. C'est peut-être un peu tôt pour demander, mais préfères-tu du coup cordeau de projet ou recrutement en ce moment? Honnêtement, j'ai adoré la coordination de prod. C'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Mais si j'ai pris la décision de continuer au recrutement, c'est parce que j'ai senti un réel intérêt. Et même à Fix Studio, mes collègues qui me voyaient ben, du coup faire de la cordeau et faire du recrutement en même temps, pendant une petite période, comme j'expliquais tout à l'heure, elles me le disaient. Elles me disaient, on te voit beaucoup plus épanoui au recrutement, on voit que tu t'investis beaucoup plus, on voit que tu essayes de faire évoluer ce poste-là, on voit que tu t'investis. Et je le ressentais au fond de moi. Je savais que quand j'avais une petite mission de cordeau, ça commençait un peu à me fatiguer, un peu à me lasser. J'avais du mal, je sentais que je commençais à être un peu désagréable ou moins à fond. Et puis c'est pour ça aussi que voilà, un jour je me suis posée, j'ai fait une réunion avec tout le monde et j'ai dit je prends le poste du recrutement mais à 100% et je veux faire ça. Après, ma plus grosse peur, et ça a été une très très grosse conversation avec mes collègues qui ont beaucoup beaucoup été là pour moi à Fix Studio,
Ça a été des grosses conversations de j'ai peur de pas trouver de travail si je décide de partir un jour parce que je suis pas certaine qu'on cherche plus au recrutement qu'en coordination. Donc j'avais très très peur. Et en fait, Stéphanie, qui était au planning à Fix, avec qui j'étais beaucoup beaucoup, m'a rassurée et m'a dit écoute, c'est ce que tu aimes faire, tu trouveras toujours un poste qui sera à pourvoir de ce côté-là. Et puis tu t'auras fait ton petit bagage, tu te seras fait tes contacts et tu te déplaceras de plus en plus avec tout ton carnet de contacts. Et elle m'a dit tu te feras ta place comme ça. Et en fait, à ma grande surprise, ben ouais, j'ai changé de travail, je suis partie à Illumination McGuff parce qu'ils cherchaient quelqu'un en recrutement. Donc comme quoi, voilà, c'était un peu ma chance. Et pareil, de temps en temps, je suis assez curieuse. J'ai bien envie de voir si c'est vraiment un poste qui est proposé ou qui est vraiment en recherche. Et des fois, je me promène sur les sites des autres studios et en effet, j'ai plus vraiment peur maintenant parce que je vois que c'est souvent en recherche. Ouais, bah, c'est ce que confirme du coup Nano VFX, comme quoi ça C'est cherche ça, pas mal ouais. dans ton domaine. En fait, selon les studios, c'est des, le nom du poste est différent, mais c'est les mêmes missions. Genre, par exemple, il y a plein de studios, je vois talent acquisition, et en fait, c'est exactement ce que je fais. Mm. J'étais à Fix, ils appelaient ça talent scouting. À Illumination, je suis coordinatrice au recrutement, et dans d'autres studios où je vois d'autres offres, c'est talent acquisition. Donc en fait, tout ça, ça se rejoint, c'est la même chose. Ok. Et du coup, en quoi consiste le travail de recrutement? Eh ben, du coup, c'est ce que je disais au début, c'est vraiment, ben, on cherche. En fait, enfin, j'ai peur que ce soit un peu fort comme mot, mais c'est un peu chasseuse de tête, quoi. C'est catastrophe, il nous faut tant de personnes dans ce département, on a besoin d'un recrutement, il y a quelqu'un qui vient de partir, il nous faut ben, quelqu'un vite pour le remplacer en pleine prod, on a un besoin d'un renfort, et hop, 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 tu cherches, tu vadrouilles un peu sur tous les groupes, un peu sur LinkedIn, un peu sur ArtStation. Peut-être des fois même tu traînes un peu sur Instagram, tu tapes des hashtags 3D machin et tu checkes tous les artistes qui se sont tagués sur ce genre de hashtag. Et tu rentres en contact. Salut, j'ai vu ton profil. Est-ce que tu es intéressé de venir avec nous? Est-ce que je peux avoir une bande démo à jour? Tu fais le contact, tu fais le lien, t'envoies au superviseur, ça fonctionne, ça part en entretien et voilà. Cool. C'est plutôt cool. Et puis après, c'est ce que je disais, on va en festival, on va en jury d'école, on rencontre donc les nouveaux diplômés, on fait un carnet de contact aussi avec eux, on les intègre. Il y a ce côté aussi intégré ben, dans le monde du travail par le premier contact, se souvenir aussi, parce que des fois c'est bien, on voit tellement, tellement de monde, on a tellement d'invitations sur LinkedIn, et puis voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans les deux postes, que ce soit la cordeau ou le recrutement, c'est le contact avec les graphistes. Ça, c'est quelque chose, j'enlèverais ça pour rien au monde, en tout cas dans mes deux postes. Et c'est pour ça aussi que je suis partie au recrutement, parce que ben, j'apprécie énormément pouvoir échanger. On n'a pas tout le temps, c'est sûr, d'écrire des mails, d'échanger, de répondre à des questions sur LinkedIn. Mais quand je peux, je le fais parce que pour moi, c'est super important ben, de mettre à l'aise, de montrer qu'on n'est pas inaccessible et que voilà. Après, toujours dans le respect des horaires de travail, toujours dans le respect d'une certaine hiérarchie parce que quand un étudiant nous demande quelque chose, ben, il y a quand même la hiérarchie qui se crée. Mais en tout cas, c'est toujours vraiment avec plaisir et c'est ça que j'aime dans mon travail, quoi. Mm. Quelles qualités sont requises en fait pour ces métiers? Bonne question. Euh, J'ai des Aucune bonnes idée. questions. Comment te dire? Aucune idée, aucune idée. C'est comme revenir sur la question du début de live quand on m'a dit est-ce qu'il y a des écoles pour ça? Aucune idée. Moi, ça a vraiment été une chance, une porte qui s'est ouverte. Le destin, je ne sais pas, ma bonne étoile. On a vu en moi le côté peut-être où voilà, j'étais quand même assez ambitieuse, j'étais
motivée, passionnée par ce que je faisais. Et en fait, les portes se sont ouvertes comme ça. Premièrement, quand j'ai passé l'entretien avec Fix pour dire que je voulais faire de la cordeau, que j'étais prête à apprendre, que, euh, que j'étais hyper motivée, donc j'étais prête à apprendre vite surtout et de me lancer. Et puis après, dans un second temps, quand on m'a dit on aimerait ouvrir le poste de recrutement, est-ce que ça te tente d'essayer? On t'y verrait bien avec ton caractère et tout. Et, euh, et en fait, ben simplement, j'ai dit oui. J'ai dit ouais, je veux essayer, je veux faire de mon mieux, je veux apprendre encore. Et à ce moment-là, Stéphanie, qui est encore au planning à Fix Studio et qui s'occupait des recrutements, elle s'est posée avec moi et elle m'a dit, ben voilà ce qui se passait quand je recrutais, voilà ce qu'on faisait en entretien, ce qu'on disait. Elle m'a tout donné et elle m'a dit, voilà, on peut voir ça ensemble, je peux te montrer, on peut faire des entretiens essais parce que tu en as jamais fait. Et en fait, non, moi voilà, je saurais pas dire ce qu'il faut comme compétence, ce qu'il faut comme passif. Je sais pas, motivation, la tchatch, Oui. aimer parler, ben voilà, enfin, faut pas faire la gueule si t'as envie de recruter ou d'être en cordeau, c'est pas très intéressant pour les graphistes, c'est peut-être pas cool. Mais moi, j'adore ça, quoi. J'adore discuter, j'adore rester en contact, j'adore prendre des nouvelles, et m'assurer que les équipes vont bien, que les nouvelles recrues se sentent à leur place, pas trop délaissées, répondre aux questions quand c'est possible, quand j'y arrive. Et, euh, et voilà. Donc non, je suis désolée pour cette question-là. Mm. Moi, c'est juste deux belles portes qui se sont ouvertes et j'ai fait mon expérience vraiment sur le tas. Et je pense que c'est ce qu'on disait avec les stages, tout ça. L'école, ça apprend énormément, mais en fait, il y a un apprentissage, mais à vitesse accélérée en studio qui est incroyable. Mm. En fait, je me demandais, c'était surtout genre là maintenant pour ton travail, euh, qu'est-ce que tu penses genre par exemple l'organisation ou des trucs comme ça, la chat tu disais, euh, c'était. Ouais, en fait, bah, je pense qu'il faut aimer aussi, admettons, la gestion de prod. Enfin, et c'est pour ça que souvent on me taquinait dans ma promo en me disant, toi t'aimes la paperasse, toi t'aimes t'occuper des papiers, de l'organe, des plannings. Mais en fait, c'est vrai que ben, c'est un... Ouais, ok, bon, ben pour ça, ouais, c'est quelque chose que je conseillerais en effet. Tu peux pas aller à une réunion et dire, putain, ça me saoule de devoir faire les notes et de devoir m'asseoir à mon bureau pour écrire la note à 10 graphistes. En plus, des notes qui étaient individuelles pour le coup, parce que t'envoyais pas un message commun à tout le monde. Et ouais, faut aimer ça, faut aimer se poser, être dans l'organisation, être carré, se noter les choses aussi. Faut pas être trop tête en l'air, faut bien penser à tout. Et le pire, penser à tout en moment de rush. Et ça, c'est d'une angoisse. Moi, j'avais des livraisons à 20 heures des fois. J'arrivais pas à livrer à 20 heures parce qu'il me manquait des éléments, parce que au labo, avec la team des assistants monteurs, ben, on avait une couille sur Premiere Pro, on avait un problème d'export. Mais il faut faire en amont. Moi, j'organisais tout en amont. Je préparais mes mails. Je préparais dans le mail, je disais tout ce qu'on allait livrer. Le mail était prêt peut-être à 16 heures et j'envoyais pas avant des fois 21 heures en fait. Mais au moins, dans la panique, j'attendais pas à rien faire en me disant à 21 heures, j'écrirai mon mail et je mettrai toutes mes pièces jointes. Au moins, le mail était fait, j'attendais plus que mes pièces jointes et une fois que c'était dedans, j'avais plus qu'à envoyer et je vérifiais plus ce que j'avais écrit parce que je l'avais fait bien en amont quoi. Mm. Ouais, faut kiffer ça, c'est tout. Ok. Est-ce que le fait que tu aies du coup fait un parcours artistique t'aide aussi pour le recrutement? Ouais, ça aide vachement parce que du coup, j'ai pu rapidement, on va dire, me faire l'œil sur les bandes démos. Parce que voilà, comme je disais, commencer sans avoir d'expérience, ben t'as beau regarder des bandes démos qui sont très belles, mais t'arrives pas trop à voir où ça coince, tu vois pas trop si les modés sont bien, etc. ou si l'animation elle claque un peu ou quoi. Alors, j'ai pas fait d'animation du tout, donc pour le coup, j'ai aucune notion, mais c'est vrai que quand je vois une bande démo, je
peux potentiellement me projeter sur le fait que l'animation soit bien ou peut-être bof ou à retravailler. Et ensuite, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris à Illumination parce que simplement, on m'a donné un peu les directives. Qu'est-ce que je dois voir dans une bande démo pour que ça fonctionne avec le studio? Qu'est-ce que je dois voir dans une bande démo pour que ça fonctionne avec les superviseurs de chaque département avec qui je travaille? Et c'est ce qu'on a fait quand je suis arrivée et qu'on m'a donné mes départements. J'ai fait une réunion avec tous les superviseurs de ces départements-là pour qu'on en discute parce que voilà, la communication, c'est important. Et du coup, un retour de vous attendez de voir quoi dans une bande démo, vous souhaitez voir quoi, c'est quoi le plus important pour vous. Et comme ça me permettait aussi de ne pas proposer des bandes démo qui n'avaient rien de ce qu'ils souhaitaient voir et que ça fasse juste du temps perdu pour tout le monde, quoi. D'accord. Donc ouais, ça m'a permis de me faire plus facilement l'œil. Après, je dirais que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes démo depuis 2 ans. Donc je pense que c'est un travail comme tout. C'est de toujours continuer à exercer l'œil, on va dire, comme on pourrait s'exercer au dessin ou à la photo. De le faire très régulièrement, ben, on évolue plus vite que si on le faisait très peu ou rarement ou de temps en temps. Et du coup, ben là où je regarde beaucoup de bandes démos, j'ai l'impression que je me fais un œil Hmm, un peu plus facilement, quoi. ok. Un peu Plus plus rapide. critique. Il y a une question encore. Ici, on m'a dit que... attends, on m'a dit pas mal de fois que c'est souvent du bouche à oreille, surtout pour les gens expérimentés, mais ça se passe comment pour les juniors qui n'ont pas de network, par exemple? Donc en termes d'embauche, c'est ça? Oui. Ouais. Enfin, Ben les juniors, c'est ça. Souvent, non, non, c'est moi, désolée. Souvent, ben en fait, simplement, on invite tout le monde, que ce soit junior, mid-senior, à remplir le formulaire sur le site pour apparaître dans notre base de données, en fait, pour qu'on ait la candidature qui vienne à nous. Et simplement, moi, quand on me demande de chercher, donc nous, on s'organise aussi. Donc sur certaines prods, on va nous dire on veut tant de personnes, tant de niveaux, etc. Quand moi, on me précise pas le niveau, dès que je vois que la bande démo elle est cool, junior, mid, senior, je prends, je propose au sup. Et en fait, les juniors qui n'ont pas de contact encore pour le moment, ben, je pense que ça, c'est aussi une aide des écoles, on va dire, quand les écoles nous proposent de créer nos profils LinkedIn. Et en fait, simplement, moi, je tape sur LinkedIn, je vais taper modeler. Et en fait, même si t'as pas de contact, t'as pas de connexion, ben en fait, si t'as mis que t'étais modeler sur ton profil alors qu'il est vide, ben je vais quand même tomber sur toi. Après, très souvent, bon, les personnes proposent quand même un lien qui mène vers un ArtStation ou quoi. Et si ça correspond au style de la boîte et aux demandes des superviseurs, ben simplement, je prends quoi. Et puis les sorties d'école, c'est ce que j'expliquais. Après, il y a le côté pratique. Moi, je suis sortie d'études il y a que 2 ans. Donc les promos 2020 et 2021 d'Artefix, je connais encore quelques personnes, pas mal de personnes qui sortent de ces promos. Je dirais que ce sont mes contacts à moi du coup. Voilà, c'est moi qui irai vers eux, c'est moi qui proposerai, je penserai à ces gens-là dans un premier temps. Et parce qu'on rencontre des écoles, ils nous envoient leur bande démo juste après la rencontre, on se les garde en tête. Ils n'hésitent pas aussi à nous inviter sur LinkedIn, à nous reparler sur LinkedIn aussi. Et en fait, ça crée le contact simplement. Donc, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir leur compte, enfin, d'avoir leur petit réseau. Parce que s'ils viennent directement à nous, c'est ce que je disais, toujours avec plaisir bah, de du coup, c'est répondre. important de garder quand même le contact du coup avec ses anciens camarades d'école, ses anciens collègues, tout ça. Moi, je pars du principe que oui, dans le sens où j'en ai fait l'expérience, ça m'a énormément servi, ça m'a énormément aidé. Je ne suis pas rentrée à Fix Studio pour rien, c'est parce que c'était une copine que je m'étais faite d'une promo au-dessus, quelques promos au-dessus d'ailleurs, même pas celle du dessus forcément, qui m'a envoyé un message en me disant: Je me souviens que tu voulais être coordinatrice de prod. Je te connais, toi et moi on est pareil dans le comportement, dans le caractère, etc. Elle a aussi habité au Sénégal longtemps. Et en fait, elle m'a dit: Bah écoute, je vais m'en aller. Il cherche une remplaçante ou un remplaçant. J'ai pensé à toi, t'es pareil que moi, je suis sûre que ça va le faire.
Et ça a été ma première porte, quoi. Et pareil pour d'autres personnes que je connais dans les autres promotions d'Artefix, où j'ai confiance en eux et je les propose avec grand plaisir parce que je sais que c'est des personnes qui ne saliront pas, entre guillemets, ma réputation. Parce que c'est très très dur de proposer quelqu'un, que cette personne ne soit pas sérieuse Mm. et que en fait, ben ouais, mais c'est pas toi qu'on va regarder, c'est Kenza qui t'a proposé. Donc elle s'est foirée où? Vu que t'as pas l'air sérieux, tu fais pas bien ton taf, tu viens pas à l'heure. C'est pour ça aussi que je sais qui je propose, je fais confiance à ces personnes-là. Et surtout, surtout, il y a un certain accord. Je donne ton nom, je pousse ta candidature parce que ben, moi, je crois vraiment au fait que tu puisses être un élément important dans l'équipe. Mais en retour, il faut assurer, ça c'est sûr, quoi. Et que ce soit personnel ou pour moi, il faut que cette personne ben, donne tout ce qu'elle peut et le meilleur, quoi. Ouais, ça c'est normal. Voilà. C'est cool, franchement. Comme quoi, Bah, le c'est bouche à oreille quand même, hein. Après, de toute façon, on se croise tous hein, dans ce métier-là. Mm. Moi, j'ai fait de super belles rencontres de par le fait d'avoir été coordinatrice. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de graphistes sur des projets où on a énormément échangé. Donc, ça, c'est mes contacts aussi. J'ai rencontré énormément de graphistes que j'ai recrutés et que même, en fait, je suis allée à Fix Studio en recrutant ces personnes. Et quand je suis partie, ben eh ben, suivez-moi. Donc, si je peux vous faire venir avec moi, venez. Et ces gens-là, ben, c'est mes contacts à moi, en fait. D'accord. Je leur dis, voilà, on cherche là, ok, t'es à fixe, est-ce que ça se finit bientôt? Parce que du coup, on cherche à élu, mais ces gens sont ok, pas ok, tout dépend du style du projet que ces gens-là aiment. Mais en tout cas, on reste en contact, prendre des nouvelles, savoir comment ça va, où ça en est dans les projets. Et voilà, que les personnes qui me connaissent, ben, comme d'habitude, n'hésitent pas à me tenir au courant. Mm. Tiens, bonne question, j'allais la poser. Tu es en CDI actuellement à ILU? Non, intermittente du spectacle. Ok. Et Intermittente du spectacle, à savoir que notre poste ne bouge pas. Donc nous, c'est pas comme les graphistes qui ont une mission ou qui ont un projet. Une fois que le projet se termine, peut-être que les contrats se renouvellent pas, il faut chercher d'autres missions. Nous, c'est vraiment le statut, le régime de l'intermittence, mais on est tout le temps là en fait. On switch sur tous les projets. hmm, hop, ça, c'est pas une question, mais je vais la lire quand même. Du coup, j'avais été conseillée par quelqu'un pour travailler à MacGuff. C'est bien MacGuff. Euh, En tant que stagiaire, deuxième année, j'avais l'impression d'être tellement lent. Je sais pas si j'ai fait bonne impression, ça m'a rendu malade. Non, En Michel. deuxième année, t'inquiète, on s'attend pas à ce que tu sois extrêmement productif. Ouais, Euh, ouais. Deuxième année, ben c'est super tôt, je trouve. Après, tout dépend de l'école, du nombre d'années qu'elle Ouais, propose. c'est vrai. Parce que nous, du coup, vu qu'en 5 ans, tu nous dis deuxième année, c'est ce que je disais, je savais pas toucher un ordinateur en deuxième année. Donc, après, si c'est une école de 3 ans, oui, c'est logique. Après, de toute façon, un stage, c'est toujours le stress. Tu es là pour apprendre. Donc, si on prend stage, c'est parce qu'on est conscient aussi que tu vas apprendre, tu vas évoluer pendant ton stage. Après, c'est pas pareil. Moi, quand je dis que je propose des personnes dans des projets, donc je propose pas forcément des personnes pour des stages, c'est vraiment pour des postes. Et en plus de ça, ben voilà, c'est des personnes qui ont déjà travaillé. Et quand je parle de me faire honneur, entre guillemets, c'est pas dans le sens où être lent au travail, etc. Parce que je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation, quel que soit le projet, le studio, le pipeline. Il y a toujours des choses qu'on apprend de nouveau dans un studio, mais je parle plutôt du comportement aussi. Hmm. Voilà, par exemple, je peux pas proposer quelqu'un qui est adorable avec moi et en fait, je découvre qu'en équipe, c'est une personne exécrable, super mal polie, qui vient tout le temps en retard. Oui, moi aussi, je tomberais de haut en me disant bah, pourquoi j'ai poussé cette candidature alors que c'est en train de nuire à tout le monde, quoi. Ouais. Mais du coup, ne t'inquiète pas, Proxy. Euh,
on va jamais reprocher à un stagiaire quoi que ce soit parce que tu dois apprendre encore, t'as encore Mm. des années derrière toi, t'es novice. C'est juste, le stage, ça te permet d'avoir une première idée de à quoi va ressembler la boîte et puis de pouvoir te faire une idée si c'est exactement ce que tu veux faire au final. Je sais qu'il y a certaines personnes en faisant leur stage se sont rendues compte que bah en fait non. Ben moi je sais que mon stage m'a permis de me conforter dans le fait que je voulais être 3D artiste. Mm, Voilà. mm, mm. Et moi, mon stage, je me suis fait des potes. C'est bien aussi. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est super important, c'est le contact, c'est de faire bonne impression, c'est de montrer qu'on est sérieux au taf, qu'on est bonne ambiance aussi, enfin on est jovial, qu'on peut intégrer une équipe super facilement ou même des fois avec des difficultés, mais montrer qu'on est quelqu'un de gentil, sérieux, s'il y a une bonne entente après, c'est l'essentiel. Moi, c'est des personnes, je suis restée vraiment vraiment en contact avec mon maître de stage. Mais on était une boîte de 5 personnes, donc on était vraiment tous ensemble tout le temps et c'était super, super cool. Mais voilà, bon, il y a quand même 3 ans qui sont passés, 3 années qui sont passées. De temps en temps, j'aime bien reprendre des nouvelles de mon maître de stage et voilà, ça ne coûte rien et c'est toujours voilà, de se préoccuper aussi de comment vont les autres et ça fait tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important, quoi. Non, c'est bon à savoir du coup. Mais voilà, moi j'aime bien, j'ai toujours trouvé les stages très intéressants pour ça. Mm, Se faire un premier réseau, c'est ça en fait, c'est le stage, c'est le premier réseau au final, professionnel en tout cas. ça. Ouais. Et puis c'est la première expérience, c'est de savoir de quoi on parle parce que dans les écoles, ils essayent de nous mettre au maximum dans l'ambiance du studio, mais ce sera pas pareil parce que il n'y a pas d'inconnu dans l'école en soi, on connaît tout le monde. Et le stage, c'est une bonne chose pour tout découvrir. La, comment dire, le rythme de fabrication, Les les personnes, pipelines, toutes ces choses-là. voilà, le travail en équipe et le côté professionnel en fait. Mm, ok. J'ai loupé effectivement une question un peu plus haut. C'est quoi tes techniques pour trouver un bon profil? Comment tu reconnais un bon profil? Reconnaître un bon profil, bah, il y en a, ils font des trucs de badass. Enfin, je pense que ça, c'est tout le monde le voit. Quel que soit le département, il y a des projets qui sont incroyables, des rendus qui sont magnifiques. Donc, bon, ben, quel que soit le niveau, hein, moi, je regarde, je me dis pas, bon, mid, junior, senior. Non, je vois la bande démo et je me dis, c'est incroyable. Je ne cherche pas forcément à voir quel est le niveau, parce que quand c'est incroyable, c'est incroyable. Après, moi, comment je le vois ben, c'est ce que je disais. En fait, c'est en arrivant à Illum, ils m'ont un peu donné les directives de ce qu'ils attendaient d'une bande démo pour intégrer le studio. Parce que ben, le studio a son style, le studio a sa façon de faire. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter. Après, quand c'est bon, c'est bon. Quand ça correspond aux directives qu'on m'a données, c'est bon aussi. Et voilà, mais après, un profil excellent, machin, on le voit tous. Hein. Enfin, on voit tous qu'il y a un rendu un peu cheap, une animation un peu légère, à simplement quelqu'un qui va te présenter un projet rendu, lighté, compé. Ouais. Et Mais du donc, coup, par moment, enfin, genre par exemple, si c'est un animateur, bah, il va pas potentiellement savoir bah, faire du rendu, du lighting et tout ça. Donc, est-ce que tu le conseillerais de se rapprocher de lighter et comper pour pouvoir rendre ses animations, ou bien un simple playblast peut quand même suffire? ah non, Playblast, ça suffit largement. En tout cas, pour les animateurs, on va jamais leur demander fais un truc incroyable et tout. Alors après, si par exemple, tu as travaillé sur des films, le film est sorti, tu récupères ton plan, tant mieux pour toi. C'est animé, c'est lighté, c'est compé, c'est rendu, c'est cool. Si tu fais tes projets perso, faut pas se prendre la tête plus que ça. Tu rends ton Playblast. Nous, tu fais ta tournette pour qu'on voit ton cycle de marche, ton machin. Un Playblast pour montrer l'action. Et ça suffit largement. Après, pour ceux qui simplement aiment le côté artistique, aiment le côté création et ont envie de faire des projets avec des collègues à eux, des amis à eux qui font d'autres spécialités, ça c'est fortement possible. Oui, ça peut arriver de dire ok, bon bah moi j'ai sculpté ce dragon-là, je l'ai rigué.
bon, ben, est-ce que pour le mettre en valeur, tu veux pas me l'animer? Je vais me faire un rendu et tout. Je dirais que j'ai tout fait sauf l'anime. Et ben, toi, je peux te passer mes rendus, mon plan terminé et toi, tu mets juste que t'as fait l'anime. C'est des échanges enfin, c'est un bon procédé en fait. C'est juste, quand t'as tes potes, hein, quand t'as tes potes qui veulent faire ça, quand les gens de ta promo, ça sert toujours aussi. C'est pour ça que le contact, c'est cool. Recontacter quelqu'un de ta promo en disant, ok, j'ai envie de me lancer dans un projet perso. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Et du coup, si cette personne-là, elle fait de la modé texturing et que l'autre anime, ben ça fait un seul projet perso et en fait tout le monde est content parce que tu l'as pas fait seul, quoi. Hmm. Puis au moins, Donc ça ça, prouve que tu sais travailler en équipe. C'est un bon point, je pense. c'est garder le contact, c'est rester, ouais, c'est garder le contact, continuer à travailler un peu avec les personnes que t'aimes bien. Je trouve que c'est toujours plus agréable. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une période propice pour postuler, stage ou boulot? Par exemple, en été, vacances, moment creux de la production. Ou bien c'est totalement des périodes de prod qui commencent un peu à n'importe quel moment. Ça dépend du studio. Ça dépend du studio, de la prod sur laquelle il est en ce moment, ou des prods sur lesquels il est en ce moment. Ça dépend de un milliard de choses. Tu peux arriver l'été où on va lancer à peine un projet, donc on va commencer à faire tout ce qui est modé, texturing et tout. Donc en fait, ça tombera bien pour toi, ce sera ta chance si ben, c'est ton profil. Ou tu peux arriver sur la fin d'un projet ou alors on cherche que des lighting comp. Et pareil, c'est ton département, c'est ta spé, donc c'est ta chance, c'est toi. Je pense qu'il n'y a pas forcément de période, à part du coup, si tu assistes assez régulièrement aux présentations des studios, aux conférences qu'ils donnent, et à ce moment-là, dans les questions, souvent les gens demandent vous cherchez quoi en ce moment? Donc ça, c'est plus facile. Et sinon, simplement, regarder sur les sites. Mais c'est ce que je dis, voilà. Moi, je donne l'exemple que de Illum parce que je bosse là-bas en ce moment. Mais les exemples de tous les sites, dans l'onglet carrière, et regarder les postes qui cherchent du moment, quoi. Mais bon, D'ailleurs, par rapport à ce système de site avec les onglets carrières, moi je vois pas souvent, ils recherchent des carrières particulières, mais on dirait que les carrières ne partent jamais, mais au final, quand on en voit, ben, on a l'impression qu'ils recrutent pas vraiment, donc c'est... ouais, ça c'est un truc. Alors bon, ben, malheureusement, on n'est pas en charge de ça forcément, mais en fait, c'est juste penser. Il faut qu'on pense à mettre à jour en fait. Mm. C'est juste remise à jour du site, retourner pour dire ah ben c'est vrai, c'est plus à pourvoir, faut qu'on l'enlève. Mais voilà, ça ça fait partie des missions où en fait faut que qu'on y pense au studio quoi. Je dis on, mais faut que ce soit pensé en amont au studio en se disant ah oui c'est vrai que j'avais posté ça mais du coup vu que le poste a été pourvu faut que je l'enlève et en fait nous on oublie totalement et on fait d'autres choses mais Après, en c'est bien, ça permet comme ça aux candidatures spontanées de pouvoir s'entrer quand même oui dans la base de données. parce que de toute façon oui quoi qu'il arrive il y a le formulaire pour les postes à pourvoir mais il y a un formulaire juste pour les candidatures spontanées. Et à ce moment-là, ben, fin de l'histoire, tu envoies ta candidature spontanée. Il y a toutes les informations nécessaires que tu peux mettre dedans. Et nous, à partir du moment où on cherche, on ira chercher dans notre base de données. Donc, on tombera sur le profil de la personne. D'accord. Donc là, pour répondre, il n'y a pas vraiment de moment particulier dans l'année qui peut aller, ça dépend vraiment du studio, quoi. Ouais, ça dépend du studio. Et des Tu peux projets. C'est ça, par exemple, je sais pas, un truc de publicité. Donc, les pubs, souvent, ça se fait entre 3 et 6 mois. Mais il y a souvent des projets qui sont en amont et qui sont toujours en réalisation au sein d'un studio. Ben, tu peux demander et tu tomberas soit au milieu d'une prod, soit au début, soit à la fin, et ce sera toujours comme ça dépend vraiment des boîtes en fait. Ouais. Hop, c'est bon. Après, le côté Ah, vacances, excuse-moi. non, vas-y, tu finis la question du coup. Ouais, côté vacances et tout, je pense qu'en fait, quand c'est creux, mais plutôt de notre côté à nous quand on recrute. Voilà, parce que tout le monde veut partir en vacances aussi. Alors, à part les sorties d'école où il y a certaines personnes, ben voilà, c'est le stress du diplôme, de trouver son premier travail. Donc il y a des personnes qui vont postuler, mais en soi, même de notre côté, c'est un peu creux. Alors j'ai pas vécu l'été encore chez Illumination MacGuff, mais je l'ai vécu à Fix Studio et oui, c'est un été plutôt tranquille parce que pas grand monde postule, les gens sont en vacances et voilà. D'accord.
La bande démo, si on a un ou deux gros projets et peu de petits, c'est mieux que plein de petits projets. L'essentiel, quoi qu'il arrive dans une bande démo, c'est d'être fier de son travail et comment dire, de montrer ce que tu sais faire et ce qui est à jour dans tes compétences. Par exemple, dire je veux montrer trois projets, mais dans les trois, ben, il y en a un, il date d'il y a 5 ans. Mais parce que juste tu veux remplir ta bande démo, ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut voir, c'est tes compétences mises à jour, donc du moment, ce que tu sais faire actuellement. Et tu peux mettre deux énormes projets, par exemple, même encore plus si tu es généraliste, en disant, bah voilà, deux gros projets, ça c'est, je les ai fait de A à Z, admettons. Et si tu mets plein de petits, c'est bien aussi, mais il faut que ça révèle ton travail du moment, que ça révèle tes compétences actuelles. Ok. Et du coup, une bande démo pour toi, en fait, comment tu la regardes? Tu voyages dedans dans la timeline ou bien tu la regardes dans son intégralité, avec ou sans Euh, son? alors, animation, quand il y a... Alors, l'animation, je mets le son. Si, par exemple, ben, il y a le visage et de l'acting niveau bouche et tout. Je mets pas forcément le son à toutes quand je regarde, surtout quand on en fait plein. J'ai pas envie d'avoir le casque et tout. Mais voilà, bon, l'animation quand même. En fait, je mets pas le son à l'anime et dès que je vois qu'il y a un acting avec la bouche et tout, j'active le son. Après, souvent, quand c'est du modeling, par exemple, voilà une bande démo de modeling ou texturing, je vais la regarder et puis je vais commencer à sauter un peu dans la timeline et en fait, je vais voir que les projets se ressemblent. Dès que je vais voir, admettons, un maillage ou que je vais voir un breakdown, hop, je vais retourner en arrière en me disant, bah, je vais le regarder en entier. Ça dépend vraiment. Ça dépend, je pense, aussi du moment, si on est pressé, si on cherche en rapide, ou si, voilà, là, je suis un peu en recherche à la cool, je regarde, etc. De toute façon, voilà, c'est pas bâclé quoi qu'il arrive, parce que c'est ce que je disais, on se fait l'œil très rapidement donc très rapidement, je peux sauter de projet en projet. Je vais tout de suite voir si ça correspond à ce qu'on recherche nous au sein du studio ou pas en fait. Ok. Et tu conseillerais de faire une bande démo d'à peu près combien de temps? On nous a appris Artefix, 1 minute, 1 30 max. Je pense que c'est bien. En fait, c'est ce que je disais. Ça sert à rien de blinder et de mettre super long si t'as rien à montrer et que c'est redondant. Moi, il y a eu des fois, j'ai vu des bandes démo. La tournette, elle tourne 4 5 fois. Mais genre sans montrer autre chose que par exemple, admettons je sais pas, je dirais une tasse sur une tournette, et en fait, jamais on voit le maillage et jamais on voit rien, on voit juste la modée en gris, et du coup, tu dis, ça fait un peu long, trois tours pour 3 4 tours pour la tasse. Du coup, pas besoin de faire long. Si il y a le concret, on va directement sur le sujet et que le projet est cool, quoi. Après, c'est ce que je disais, ça tout dépend. Par exemple, la modée, nous, on aime bien voir le maillage, c'est ce qui est important. Des breakdowns, s'il y a du lighting, du comp, ça, c'est super cool aussi. Et souvent, alors souvent, et ça, c'est parce que certains ont fait des projets et n'ont pas pu avoir les backgrounds parce que les films sont sortis, les publicités sont sorties. Quand vous n'arrivez pas à avoir le background pardon, pas le background, le breakdown de quelque chose, c'est bien d'écrire en dessous une petite ligne en disant j'ai fait ça, 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 ça. Parce que au moins quand on voit le plan, on se dit ah ouais mais il est cool ce plan, forcément c'est le shot final qui est sorti dans le film, mais t'as fait quoi? Et parce que nous, si tu mets pas ce que t'as fait dans le plan, on va se dire il a tout fait dans ce plan. Et peut-être que t'as pas fait l'anime, peut-être que t'as pas fait le comp, donc c'est bien de d'écrire en dessous sur le plan ce que t'as fait si t'arrives pas à avoir le breakdown. Ok. Et donc le concept du mettre le meilleur du travail au début et à la fin de la bande démo, car on se souvient mieux du début et de la fin, n'est pas si efficace que ça. Si, 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 ça me fait rire parce que si, c'est efficace, parce que à partir du moment où on lance la bande démo, ben c'est le premier projet, donc s'il est ouf ou s'il donne envie, ben ouais, on va le regarder. Après, on va se laisser un petit peu entraîner et puis on va commencer à switcher un peu dans le temps de la vidéo. Mais et quand on arrive à la fin,
Ah ouais, la fin, on la laisse toujours un peu défiler. On se dit, ah, ça se termine comment? Non, non, moi je suis d'accord parce que c'était quelque chose qu'on nous avait dit à Artefix. Mettez le mieux au début à la fin parce qu'au milieu ça traînassouille un peu, ça clique un peu de partout. Non, non, je suis d'accord avec ça. Ce concept, il est bon. Il reste bon. Alors je dis pas que c'est le meilleur, mais il reste bon. Il est correct. Alors, on a peut-être déjà posé la question, mais on préfère les généralistes ou les spécialistes? Ça Tout dépend dépend du du projet. Tout dépend du studio et du projet. Admettons, alors fixe studio généraliste, très 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 souvent avec le superviseur qui me demandait, bah voilà, j'ai besoin que cette personne elle sache faire ça, 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 ça. Hop, moi je trouvais des généralistes et en plus c'est des petits projets, des petites pubs, enfin petites pubs, on s'entend, hein, la prod était quand même parfois longue, mais c'est des pubs et du coup on se dit bon, ben, si la personne elle sait modéliser, texturer et tout, hop, elle pourra être un peu sur tous les fronts, les départements. Donc c'est ça qui est intéressant. Et à l'inverse de Illum, donc beaucoup plus grosse boîte où c'est hyper segmenté. C'est très 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 segmenté. Recevoir une bande démo de généraliste, c'est très dur à évaluer parce qu'en fait, je ne saurais pas dans quel département mettre cette personne parce qu'il n'y a pas assez de choses à voir pour chaque département. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais en gros, par exemple, c'est ce que je disais, moi je m'occupe que des set and props en termes de modeling, rig et texturing. Parce qu'en fait, même dans les cars et les set and props, c'est segmenté. Si tu veux faire de la modée de cars, tu ne feras que de la modée de cars. Tu ne feras aucun asset, aucun props. À l'inverse, si tu fais set and props, donc tu es dans ce département, et c'est pareil pour tout. Si tu es au rig des set and props, tu ne fais pas de rig de cars, etc. etc. Et c'est pour ça que quand on reçoit la bande démo d'un généraliste, comme il y a, comme c'est très varié et qu'il n'y a pas plusieurs fois un projet qui montre totalement les compétences sur un département, ben souvent moi ça me bloque parce que je me dis mince je l'envoie où? Parce que ce sera pas assez pour montrer au texturing de set and props, mais ce sera pas assez pour montrer au texturing de cars, ce sera pas assez pour montrer au lighting, etc., etc. Donc ça dépend des studios en fait. Mm. Je pense, donc ça ce sera un conseil, je pense que c'est bien, une bande démo de généraliste. Après, ça se garde toujours de côté pour l'envoyer à tous les studios. Et maintenant que ceux qui nous écoutent savent que c'est très segmenté à Illumination, ben peut-être faire une bande démo à côté d'un ou deux départements qui vous plaît le plus pour montrer un peu plus de choses en particulier sur un département. Et de toute façon, dans nos formulaires, on peut mettre autant de liens qu'on veut. Donc, vous pourrez mettre absolument tous les liens de toutes les bandes démos, de tous les ArtStation que vous avez sans problème. Du coup, tu conseillerais en fait d'avoir plusieurs bandes démos pour vraiment matcher avec le studio que tu veux absolument. Voilà, ouais, là je parle vraiment pour Illum parce que je pense que si toi tu as envie de faire ta bande démo de généraliste, elle va te servir pour énormément de studios. Donc ça sert à rien de ne pas la faire, on va dire, mais en revanche, ouais. C'est pour ça que je disais, je parle que de ce que je connais. À Illum, vaut mieux que ce soit quand même assez segmenté, donc choisir une ou deux spé. Par Mm. exemple, je sais pas, on kiffe faire de la modé et du texturing de props du texturing tout court, ben c'est bien que dans la bande démo, il y ait du 50-50. Au moins qu'on puisse se dire, ok, cette bande démo, il y a assez des deux départements pour l'envoyer en disant, il y a des choses à voir, quoi. Et la modé, pensez à bien mettre le maillage. C'est hyper, hyper, hyper important, c'est ce qu'on regarde. Et du coup, par rapport aux généralistes, Ouais. je me demandais, qu'est-ce que pour vous un généraliste? Genre, c'est quelqu'un qui est autant capable de faire du modeling, texturing, look dev, ou bien Mhm. aussi du lighting, rendu et compo? Ou est-ce que s'il sait faire aussi de l'animation mais que sait pas faire de compo, c'est considéré quand même un généraliste? Ah ben tiens, ça tu vois, c'est quelque chose que je m'étais pas posé la question, mais pour moi, à partir du moment où tu es généraliste,
C'est que tu sais faire quand même pas mal de départements, pas tous, parce que ben, enfin voilà, c'est quand même beaucoup de travail. En revanche, on le verra dans la bande démo de toute façon, si tu nous indiques, admettons dans ta bande démo que tu es généraliste, mais qu'on voit que par exemple tu as fait beaucoup de modeling, beaucoup de texturing, même peut-être un peu d'anime, bah on se dira ok les généralistes sur ces trois départements-là et c'est pas très grave de ne pas savoir tout faire. Après de toute façon la question on la pose aussi en entretien si le profil nous intéresse. Qu'est-ce que t'aimes faire et qu'est-ce que tu sais pas faire ou là par exemple on avait rencontré un matte painter qui nous a dit je sais tout faire sauf l'anime. Bah ok. Bah donc c'est généraliste quand même. Enfin tu fais en fait c'est tu fais une majorité des choses donc pour moi c'est généraliste. Mais ça c'est moi perso, ça concerne plus du tout le studio, ça concerne plus personne parce que c'est une question que je m'étais même pas posée avant donc D'accord. Je pose des questions, c'est parce que en fait moi j'ai un background généraliste. Mais étant donné que j'ai focus plus sur tout ce qui était créature, etc., j'ai appris à faire de l'animation, j'ai appris, je comprends tout ce qui est rig, etc. Et par contre, à côté de ça, tout ce qui va être rendu, lighting et compo, ça n'a pas été dans mes priorités. Donc maintenant, j'ai appris un peu à le faire, mais c'est vraiment un truc, si je peux, du coup, je me suis toujours demandé si j'étais du coup généraliste ou pas. moi et ce sera ma réponse perso, je pense que ouais, tu l'es. Tu l'es parce que t'as comment dire, t'as les compétences dans une majorité de départements en fait. Ok. Du coup, que conseillerais-tu à un artiste pour le recrutement? Pour le recrutement, alors dans quel sens? Pour envoyer sa candidature? Oui. Pareil, ça va être propre à moi. Je ne parlerai pas au nom de mes collègues qui ont leur façon de travailler. Moi, ce que j'aime bien, c'est donc bande démo. Je trouve que c'est super important. Les ArtStation, c'est très intéressant. Je trouve qu'un ArtStation est très intéressant quand on fait beaucoup de végétation, de concepts, ou parfois et encore de la modée, parce que voilà, les ArtStation c'est assez cool pour ça. Et puis quand les personnes mettent les wireframes, je trouve que c'est très important et je le répète. Mais sinon, moi, bande démo, je trouve que c'est le plus important. On voit beaucoup mieux les choses, on voit beaucoup mieux le plus important. Après, d'envoyer sa bande démo avec le lien ArtStation pour compléter, parce qu'on peut pas mettre tous ces projets dans la bande démo, ben ça c'est cool aussi, je trouve que c'est top. Et pour ma part, parce que moi c'est un truc, je traîne tout le temps dessus, LinkedIn à jour. Un LinkedIn à jour, alors s'il n'y a pas d'expérience, c'est pas grave, mais à jour pour moi, c'est au moins l'adresse mail trouvable, le lien le plus récent, donc le ArtStation ou la bande démo, ben, visible, trouvable. Ça, je trouve que c'est super cool d'avoir le lien quand on se promène sur le profil de la personne. Et après, ouais, un LinkedIn à jour, par exemple, pareil, si vous avez fait une mission de 3 mois quelque part et que vous avez jamais enlevé que la mission elle était terminée, c'est super dur de se projeter, enfin, de se dire bon, je la contacte, est-ce qu'elle est encore dispo? Après, on contacte quand même, hein, si le profil nous intéresse vraiment, on demande quand même si la personne est disponible, mais c'est vrai que ça aide si on voit que le projet est terminé et que la personne elle est disponible direct sur son LinkedIn quoi. Ok. Après, en termes de CV, moi c'est moins ma cam, mais il faut toujours l'envoyer. C'est pas parce que je dis que c'est moins ma cam qu'il faut pas l'envoyer. Voilà, pensez à mettre le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'expérience la plus récente au-dessus. C'est dans ce sens-là qu'on lit le CV. Et voilà, tout ce qui est soft et tout, ouais, vous pouvez mettre de toute façon. Après, c'est quelque chose qu'on découvre dans la bande démo aussi, les softs que vous avez utilisés, donc c'est cool. Donc dans la bande démo, tu conseilles qu'on mette l'icône par exemple du soft qu'on a utilisé ou... Dans le CV, vous pouvez, Ah, et dans le puis dans la CV. démo, mais dans la bande démo, oui. Moi, ou alors peut-être à la fin, tu sais, par exemple, tu as fait un projet et ta petite template du début ou de la fin, quand tu mets ton prénom ou qu'à la fin tu mets ton numéro et tout, en dessous, mettre ouais, les logiciels, au moins on sait que sur quel projet a été réalisé où et c'est sympa quoi. Par exemple, si tu fais de la végétation, que ce soit
de l'instance, du Houdini, du speed tree, du Clarisse, machin, ben, c'est cool de savoir quoi. C'est sympa. On se dit, bon, ben, cette personne a été intéressée, elle est allée tripatouiller un peu dans son coin, personne assez curieuse aussi, c'est cool. Ok. Bah, moi, j'arrive à la fin de mes questions presque. Oh, mon Dieu. Ouais, On ouais, a... les gens là. Euh, Si, du coup, je me demandais, donc là pour le moment, donc Fix c'est en Belgique, hein, c'est ça? Pas du tout, Non, c'est en Paris. France? Ah, c'est à Paris, d'accord. Je Ouais, ouais, pensais ouais. que c'était en Belgique, mais tu vois. Ouais, ouais, Donc, j'ai commencé à Paris, ouais. ok. Et du coup, bah, t'as toujours été en France jusque-là, donc. Ouais, alors parce que personnellement, sortir d'Artefix avec le bagage qui ne correspond pas, on va dire, au métier que tu cherches, je suis partie dans l'optique de me dire, ne va pas à l'étranger apprendre un métier, reste dans ta zone de confort, une ville que tu vas pouvoir maîtriser, une langue que tu vas pouvoir maîtriser pour apprendre ton métier qui est tout nouveau. Et à partir du moment où ton métier, tu n'auras plus vraiment à l'apprendre, alors je dis plus vraiment parce que ben forcément quand on l'a fait deux, trois fois et quelques années, les choses se répètent, on sait de quoi on parle. Après, chaque studio est différent, chaque manière de faire, je suppose, est différente. C'est pour ça que je dis plus vraiment apprendre son métier parce qu'il y aura toujours des choses à apprendre. Mais je me suis dit, une fois que je serai calée dans mon métier, je pourrais me permettre un déplacement parce que au lieu de me concentrer sur l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle ville, d'une nouvelle manière de vivre administrativement parlant ou autre, et en plus d'apprendre mon métier, ben je serais beaucoup plus sereine, je serais beaucoup plus cool dans mon taf parce que je saurais le pratiquer et du coup je pourrais me concentrer plus sur la vie perso quoi, Hmm. la langue, la ville, gérer ma vie et au moins ce sera un problème en moins. Donc oui, c'était un choix de commencer en France, de ne pas partir parce que je voulais apprendre mon métier dans ma langue. Et ça va, le travail en France, c'est cool. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion en fait de travailler en France, mais. Alors moi, je suis pas une amoureuse de Paris et je sais que beaucoup ne le sont pas non plus. Après, Paris, faut savoir apprécier les choses seul parfois. Je dis pas tout le temps, mais la ville, elle a énormément de choses à offrir. Et en ce qui concerne le travail, c'est mon expérience, c'est perso encore une fois, mais j'ai rencontré deux équipes incroyables. Fix Studio, ça a été vraiment, j'ai été hyper bien accueillie, ça a été vraiment euh, amical, sympa, dans la bienveillance. Et, Illumination, ça a été pareil. Et elles ont, enfin, en tout cas, les filles de mon équipe, alors que bon, il y a plein de gens de la prod aussi avec qui je bosse, mais les filles de mon équipe ont fait le maximum. Et en plus de ça, c'était en télétravail, donc ça n'a pas dû être. C'était pas facile pour moi d'une part, je pense que ça n'a pas dû être facile pour elles d'une autre part, parce qu'elles se connaissent depuis relativement longtemps, donc il faut intégrer une nouvelle personne se faire à ce nouveau caractère-là, l'intégrer, que ça se passe bien. Et le tout via Zoom, via téléphone et via texto pour la plupart du temps, majoritairement en tout cas. Ben non, moi je suis tombée sur deux studios, en tout cas deux équipes. Je préférerais dire ça comme ça parce que je connais pas tout le monde dans les studios. Enfin, en tout cas dans les deux studios, j'ai pas travaillé personnellement avec tout le monde. C'était agréable. Je pense que travailler en France, c'est un a priori parce que il y a le côté où on fait des grandes écoles qui nous donnent l'opportunité d'avoir de belles et grandes portes qui s'ouvrent. Et du coup, forcément, on rêve, on est rêveur et on se dit, ben moi, je veux aller faire ci, je veux aller sur ce film-là, c'est mon rêve, c'est machin, je veux faire du blockbuster, je veux faire du gros dessin animé et tout. Et en fait, ben ouais, c'est le rêve, mais je pense que c'est bien aussi de commencer en bas, entre guillemets. Je ne dénigre pas les studios, bien sûr que non, mais je pense que commencer quoi sur une publicité et pas un blockbuster, ben c'est prendre confiance, c'est prendre en compétence, etc. Parce que à la différence des grands studios, euh,
pour avoir commencé dans une boîte à 150 employés, ben, j'étais assez couteau suisse. Ils ont pris la décision de m'apprendre beaucoup de choses, même hors de mon poste. Stéphanie m'a appris le planning pour que je la remplace par moment. J'ai appris à faire de la confo, alors que c'était un travail d'assistant monteur, mais voilà, parce que on n'est pas beaucoup, donc on essaye de tous faire un peu le maximum. Et je trouve que c'est une très très belle expérience parce que du coup, sur mon CV, je suis contente de dire que je sais faire plein de choses et que je suis débrouillarde, assez couteau suisse. Et voilà, il y a plein de différences en fait. Et je pense qu'il y a le rêve de se dire, ben, j'ai été en France pendant mes études, j'ai un gros diplôme, ben, je vais aller voir ailleurs. Et c'est quelque chose que je respecte totalement. C'est juste deux façons de faire. Mais il faut pas avoir peur de rester en France. Et par plusieurs moments, et surtout en temps de Covid, ben, Montpellier, j'y ai fait 5 ans, j'ai fait mes études, donc pas très, très envie de travailler là-bas. Et puis l'année est passée, je me suis dit, ben attends, Montpellier, c'est super cool. Il y a des petits studios à la cool, les gens sont hyper friendly, il y a la plage, il y a le machin. Ben ouais, on y réfléchit à plusieurs fois finalement. Ouais, j'ai vu en Pour plus à Montpellier, il y avait pas mal de petits studios qui venaient d'ouvrir en fait, là, c'est ça, et les l'année petites équipes sont dernière. la plupart du temps, alors je dis pas, hein, il y a pour beaucoup de monde et chacun son expérience, ça peut se passer mal, ça peut pas être super cool finalement. Mais moi, pour l'expérience du petit studio, super cool quoi. Tu connais tout le monde, tu t'entends avec tout le monde, tu parles avec tout le monde, tu partages avec tous les départements. Et le cadre, ben, si le cadre il est cool, que ce soit Canada, Montpellier, Paris, je sais pas quoi, mais faut pas avoir peur. Sortir d'école et se dire, ben, je vais pas suivre tous mes camarades, je les suivrai ou je les rejoindrai plus tard. C'est pas grave, faut apprécier son expérience et vraiment, si on se sent pas de commencer dans un gros truc parce qu'on préfère se faire confiance dans un premier temps, c'est le bon deal aussi. Ok, cool. Ouais, donc peut-être que toi, un jour, tu décideras de quitter la France, mais pour le moment, en fait, t'es bien, et puis c'est C'est cool, ça. quoi. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues, j'aime pas Paris. C'est un fait. C'est quelque chose que je dis depuis que je suis petite et en plus de ça, d'y avoir vécu, ben, je le dis encore. C'est pas ma tasse de thé, mais je leur ai dit que si je partais, c'était vraiment pour un gros changement. Essayer de faire du recrutement pour des films VFX cette fois-ci. Changer un peu de sujet, voir aussi si j'ai les compétences parce que checker les bandes démos pour de l'animation et checker les bandes démos pour des VFX, c'est pas forcément pareil. Et du coup, ben, c'est aussi challenge pour moi, changer un peu de sujet, voir d'autres choses et puis voilà quoi, profiter qu'on soit dans le cinéma pour que les portes soient ouvertes et plutôt accessibles, on va dire. Ok. On parle souvent de l'importance de l'anglais. Est-ce que en France, vous avez besoin, autant que bah, nous, du coup, en Angleterre, de parler anglais? Ben, du coup, la question vient aussi de se poser dans le chat, donc c'est cool. Ah, bah Fiction, oui, effectivement. c'est top. Fiction Studio, j'ai pas pratiqué l'anglais une seule fois, pas une seule fois. Je recevais des mails en anglais quand j'étais pas sûre, j'allais sur mon petit réverso pour m'aider. Après, honnêtement, ben, si tu travailles avec une boîte américaine, canadienne et qu'il y a de l'anglais, ben ouais, c'est important en fait. Parce que là, si tu veux, Illumination, ça a été racheté par Universal Studios. Donc, on bosse avec Los Angeles. Et à ma grande chance, Illumination propose des cours de langue. Donc, je suis tous les mercredis en cours d'anglais. Voilà, Waouh! je ne suis pas sortie bilingue de l'école. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur. Jusque-là, j'ai réussi à me débrouiller. Jusque-là, j'ai réussi à faire mes missions qu'on m'a demandées en anglais. J'ai toujours de l'a priori quand j'ai un entretien en anglais. Peur de dire les mauvais mots, peur de ne pas comprendre en retour les questions ou les accents qui sont différents. Voilà, bon bah maintenant c'est le monde d'aujourd'hui. L'anglais, ben, depuis déjà des années, c'est clairement la langue qui a pris le dessus et donc ouais, je pense que c'est important parce que si par exemple, enfin beaucoup de Français se rejoignent, hein, beaucoup de Français se retrouvent que ce soit dans des studios à Londres, dans des studios au Canada, partout, que ce soit même en Australie, beaucoup de Français se retrouvent.
Mais le truc, c'est que faut quand même comprendre ce que ton superviseur te dit. Et t'as beau discuter avec les expatriés en français parce que c'est cool, on se retrouve entre français, ben si tu comprends pas ton sup qui parle pas un mot français, ben faut comprendre l'anglais et faut pouvoir lui répondre. Donc ouais, Je confirme ça. Du coup, moi je suis en Angleterre, donc je connais ça, hein. J'ai une grande partie de mes collègues qui sont français et du coup on parle français globalement entre nous, sauf que quand il y a un anglais, on essaie de pas parler français. Mais sinon, oui, il faut réussir à comprendre bah, les réunions, les sup, parce que eux, bah, ils parlent pas français, donc c'est anglais quoi qu'il arrive. Mm, Et mm, mm. oui, la question que je me posais, c'est genre par exemple à Illumination, est-ce que bah, ça vous arrive de parler, même chez les graphistes au final, en anglais, parce que bah, je pense qu'il y a des gens de partout au final dans... Ouais, alors je suis pas avec les équipes, mais j'ai eu écho que oui, en effet, s'il y a une personne qui a intégré l'équipe et qu'elle parle pas français, voilà, les gens feront les, enfin, c'est comme partout, hein, les gens font l'effort de parler l'anglais pour que cette personne puisse comprendre, puisse s'intégrer. Après, souvent, voilà, ben, c'est ce qu'on leur dit en fait en entretien. On leur dit qu'il y a des cours, donc c'est pas parce que il n'y a pas que les cours d'anglais en fait. Ben, si t'es anglais et que t'as envie d'apprendre le français parce que tu veux comprendre ce qui se dit, ne serait-ce que dans la rue à Paris quand tu vas acheter ton pain, ben Illum propose les cours de français et de n'importe quelle langue. C'est pour aider. Après, c'est vrai que des fois, bon, alors ça dépend des départements. Il y a des départements qui préfèrent quand même que la personne parle vraiment, ben voilà, que sa langue maternelle soit le français, avec un bon niveau d'anglais. Et parfois, ben, quand la personne parle vraiment que l'anglais, ben des fois ça va coincer sur certains départements. Mais c'est vraiment très minime. Sinon, on prend la personne et puis on lui parle en anglais. Hein. Faut l'intégrer, faut qu'elle puisse comprendre ses équipes. Donc, ouais. Et puis quand il y a une réunion ou qu'il y a une formation et qu'il y a une personne qui parle anglais, ben la formation est en anglais. Ouais. On Ok, part du principe qu'on comprend tous un peu l'anglais pour pouvoir la faire. ok, du coup, il faut parler anglais, point. Il faut parler anglais. Après, si vous voulez aller à Stockholm pour leur faire plaisir et puis pour s'intégrer un peu, peut-être parler le suédois, tu vois. Ouais, Je sais pas. Moi, dire bonjour en suédois serait pas mal. et merci. C'est ça. Non, ouais, la langue, c'est quelque chose qui a été un gros problème pour moi. Les cours d'anglais, j'étais tout le temps paniquée. En fait, je pense que, et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit à Illum et que j'ai trouvé très intéressant et c'est quelque chose qui m'a vraiment donné, pas plus de courage, mais plus de confiance. Mes collègues, elles m'ont dit, mais sache une chose, tu pourras te tromper en anglais. Toi, tu parles deux langues, elles en parlent qu'une. Ouais, Et là, je me suis dit, c'est vrai, c'est une force en fait, parce que j'ai beau me tromper sur mon vocabulaire d'anglais, sur mes conjugaisons, etc. Mais moi, au moins, je peux aligner des mots en anglais, des phrases, je peux essayer de me faire comprendre. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que du coup, ben, elles ont énormément d'expérience. Nos collègues de Los Angeles qui sont au recrutement, elles ont dans la quarante cinquantaine, elles ont des beaux background et en fait, je me dis des fois, je parle anglais, je me sens ridicule, je me dis mais tu te trompes totalement, t'es pas du tout en train de conjuguer dans le bon sens, t'as mal utilisé ton mot et je me dis l'essentiel c'est de se faire comprendre et je me rassure en me disant que à part bonjour et merci, hein, comme on disait, ben elles peuvent pas dire autre chose en français, donc moi ça me conforte sur l'idée que j'ai l'avantage en termes de langue, quoi qu'il arrive. mm, ouais, c'est cool. Et je pense qu'il faut penser comme ça de... En fait, la honte de parler une autre langue, elle est, je pense, chez tout le monde et que ce soit dans les deux sens. Parce qu'on peut dire à quelqu'un qui a un anglais qui parle français que c'est super mignon, que l'accent il est trop adorable, c'est choupi. Mais en fait, il faut partir du principe que ben, nous aussi, on doit être choupi pour eux, je pense. Et je pense que c'est l'effort avant tout. Et je trouve que c'est ça qui est beau et intéressant, c'est de se dire, ok, ben là où toi, tu peux te moquer de moi, de mon accent et de mon manque de vocabulaire, ben il n'y a pas de souci, moque-toi, sauf que de nous deux, il y en a un qui parle deux langues et un autre qui n'en parle qu'une, tu vois.
Et ça fonctionne aussi en France. Je sais que moi, pendant longtemps, j'avais toujours peur de parler anglais en France parce que bah, les Français ont tendance à rigoler dès que tu parles anglais, ou en tout cas dans un bad anglais. Mhm. Ils sont pas toujours très sympathiques. Et j'ai remarqué ici en Angleterre, bah, t'as beau avoir un très mauvais accent, oublier ta conjugaison et tout ça, et ben déjà ils vont te comprendre globalement, ils sont pas, enfin ils sont sympas et ils vont pas te faire remarquer de manière mesquine bah, que tu Mhm. as fait une erreur. Au pire, ils vont te dire peut-être utilise ce mot-là plutôt que l'autre. Ouais, Mais c'est tout, ils vont aller dans l'entraide et pas dans la moquerie. Et je ouais, sais ouais. que ça aide vachement ça. Non, c'est sûr, moi, pareil, une fois, ben, j'avais dit à la collègue de Los Angeles, je lui avais dit, voilà, enfin, c'est super dur, des fois, les gens, ils parlent super vite, ils articulent pas, et ben, moi, je me sens perdue. Elle me dit, mais prends-le bien, parce que ça veut dire que si on fait pas l'effort de parler lentement ni rien, c'est qu'on se sent à l'aise et qu'on est persuadé que tu nous comprendras. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, c'est gentil, hein, merci, mais Il faut comprendre d'accord. pas. Mais du coup, je me suis dit, bon, ça veut dire qu'ils ont une confiance en nous, en fait. Ils se disent, voilà, je vais parler vite, et puis parce que je sais qu'elle me comprendra, et qu'il y a. Enfin, peut-être qu'ils ont vu notre niveau aussi, et ils se disent, bon, ça passe, quoi. Mm. Voilà. Mais moi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup d'appréhension, énormément, et encore à l'heure actuelle, hein, ben, Annecy, mardi prochain, on va faire une présentation à Annecy, mais en anglais pour que ce soit compris de tout le monde. Et beaucoup de stress, beaucoup de préparation de mon côté, je le cache pas. Une présentation, je la prépare qu'elle soit en français ou en anglais, et 3 fois plus si elle est en anglais, pour ma prononciation, pour ce que je vais dire. Et en général, les présentations, bon, au fur et à mesure de les faire, ça va. Et après, moi, ce qui me fait peur, c'est les questions. Questions-réponses, les Q&A, parce que il y a forcément une question qui va tomber sur mon département à moi, et ben là, elles vont pas me regarder dans le blanc des yeux en disant oh t'inquiète, on va répondre pour toi. Non, là c'est tu me regardes en mode ben tu réponds à ta question s'il te plaît, c'est ton département. Ah ben voilà, faut le faire, c'est en anglais. Des fois je dis des trucs, je me dis bon allez, ça a été super mal tourné, tant pis, qui Tant veut qu'on te comprendre. comprend. Qui aura envie. Et puis après, les filles sont très sympas. Elles m'envoient des petits textos pendant que je réponds. Elles me disent ah, c'est cool, super compréhensif. Enfin, super compréhensible plutôt. On a tout compris, ça va, tu t'es bien débrouillé, super, machin. Bon, c'est cool, c'est super. Après, je me dis bon. J'espère que c'était la première et la dernière question que vous aviez à me poser pour moi. Oubliez mes départements, je recrute pas, moi. Dans ce genre de moment, je suis pas en recrutement. Yep. Non, mais voilà. Donc la langue, c'est important. Ouais. Ouais. Et même si vous restez en France. Ouais. Bah moi j'ai fini mes questions. Donc si t'as un sujet éventuellement que t'aimerais aborder ou bien des questions que tu penses que j'ai oublié de poser et que tu penses que ce serait intéressant de dire, bah, n'hésite pas. Et pareil, dans le chat, si vous avez des questions supplémentaires, moi j'ai fini mes questions. Bah écoute, moi j'ai pas forcément d'autres sujets à aborder. Si vous avez des questions, mais peut-être même sur mon parcours perso ou quoi, voilà, ce sera avec plaisir aussi. Si vous avez besoin encore d'aide en termes de recrutement pour postuler, quoi que ce soit, avec plaisir. Et puis je suppose que pour la plupart, ou en tout cas peut-être une moitié des personnes qui nous regardent, ben, vous êtes peut-être graphiste. Donc vous pourrez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Voilà. Vous pourrez, je fais un peu de pub pour Illum, vous pourrez postuler au formulaire sur le site. Il n'y a pas de souci avec ça. Non mais c'est cool, il y a eu pas mal de remarques, il y a eu des bonnes Ouais, des bonnes questions. questions super intéressantes. C'est cool, les expériences de chacun aussi, c'est pas mal. Non, Tiens, c'est top. Écoute, ouais. c'est une question qui me passe par la tête comme ça. Mhm. Dans ton milieu, du coup, plutôt production, en fait, vous êtes majoritairement des femmes ou il y a également des hommes qui font du recrutement et de la coordination?
Alors en cordeau, j'ai rencontré un mec à fixe, Kevin, ouais, qui fait de la cordeau. Je pense qu'il y a pas mal de mecs quand même qui font de la cordeau parce que j'ai entendu des potes à moi graphistes qui me disaient ouais, le mec qui s'occupe de la gestion, le mec qui s'occupe des plannings. Donc je pense qu'il y a pas mal d'hommes. Après, moi, ben, de ce que j'ai vu, à part Kevin en cordeau à fixe, ben, on était des filles. Au recrutement, j'étais toute seule et puis au planning, il y avait Stéphanie qui m'aidait, donc pareil, on était des filles. Et là, au recrutement à Elum, on est des filles. Voilà, je pense que c'est beaucoup c'est beaucoup un poste peut-être qui attire plus parce qu'il y a le côté, je pense qu'il y a le côté, le contact en fait, le contact d'être avec les gens. C'est vrai que bon, c'est un peu stéréotype, mais on dit souvent que ce sont les femmes qui sont plus faites pour ce genre de poste, ou en tout cas qui se sentent plus attirées par le côté contact, relationnel, etc. Non, non, enfin, je pense que je suis pas sûre qu'il y ait du 50-50, mais pareil, je ne sais pas vraiment, puisque je n'ai pas vu dans les autres studios. Mais je pense que oui, en effet, il y a des hommes qui doivent être au recrutement et des hommes qui doivent faire de la gestion de projet. D'accord. Ça, c'est sûr. C'était une simple Oui. curiosité comme ça. Et oui, mais j'avais déjà posé la question aussi à mes collègues où on travaillait. Je leur ai dit, mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ça. Et bon, c'était une petite conversation qu'on avait eue. Je pense qu'il y en a, c'est juste que il y a tellement de studios, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de gens. Et puis souvent, la cordeau, ça amène aussi à d'autres portes. Souvent, on peut commencer en cordeau, mais on se rend compte qu'on aimerait être producteur, ou on se rend compte qu'on a envie d'évoluer en chargé de production. Donc en fait, la cordeau, c'est beaucoup un battement aussi. Je pense qu'il y a peut-être des hommes qui ont commencé en cordeau et qui ont fini directeur de production ou prod. Enfin voilà quoi. En fait, je pense que c'est un métier en mon sens, je pense que c'est un métier pour se lancer. Ça, c'est une bonne porte d'entrée pour se lancer du côté de la production, en tout cas. Et puis après, voilà, c'est d'évoluer aussi dans le métier. La coordination, c'est un métier qui évolue. On ne reste pas coordinateur toute sa vie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de roulements. Et c'est pour ça que je suppose aussi que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, comment ça s'appelle, qui cherchent des cordeaux. J'avais plus le mot, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent des cordeaux très souvent parce que je pense que c'est un poste qui roule beaucoup en fait. Ok. Tiens, une question. Une question. Euh, ils en pensent quoi, Ilu, de Blender. Blender? Euh, Nous, on travaille sur Maya. Après, si t'as fait que du Blender, mais que bon, alors je sais pas, je crois que les logiciels se ressemblent un peu. J'ai pas souvenir, j'ai jamais utilisé Blender en tant que graphiste. Cindy, peut-être que tu sauras mieux me dire si c'est des Alors, logiciels moi, proches. je vais pas pouvoir vraiment parler de Blender parce que moi, j'ai touché à Blender il y a presque, il y a plus de 10 ans. Donc, c'est à Mm. l'époque, c'était une usine absolument infecte. Et maintenant, par contre, ça a pas mal changé. Ça pourrait potentiellement ressembler à un Maya, mais avec, genre par exemple, bah, genre je crois c'est le gizmo qui est à l'envers. Enfin, il y a pas mal de choses qui, au final, je pense que le nouveau Blender est pas mal, peut être un bon concurrent à Maya, mais tu dois réapprendre, je pense, pas mal entre les deux logiciels. Sont assez Ouais. différents. Ben, en tout cas, à Illum, ce qu'ils en pensent, et je crois que, bon, parce que ça fait pas très longtemps que je suis à Illum et j'ai pas beaucoup fait de recrutement encore pour le modeling, etc. J'en ai fait un petit peu. Si t'es bon sur Blender, que ta bande démo elle est cool, tes maillages sont cool, tes modés sont cool, je pense qu'il n'y a pas de problème sur le fait de te faire switcher et apprendre un nouveau logiciel. Je pense que ouais, ça peut se faire facilement en fait, la passation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La passation peut se faire relativement vite et facilement. Non, je sais qu'il y a de plus en Blender, c'est plus vieux. de boîtes qui ne jugent maintenant plus que par Blender, parce que l'avantage de Blender, c'est qu'il est gratuit.
Mhm. Mais je sais pas, moi j'ai encore un ressenti de il y a 10 ans et j'ai vraiment du mal avec ce logiciel, donc je n'arriverai pas à le vendre et à dire que c'est du feu. Euh, bon, pourquoi Ah, bah, très vite quoi? limité quand même. Bon bah voilà, on a... T'as pas de réponse, Cindy. J'ai jamais touché moi, mais voilà, c'est ce que je disais. J'étais pas très graphiste dans l'âme, j'avais pas la curiosité d'aller voir ce qui se passait sur les autres logiciels. Je me contentais énormément de ce qu'on me proposait au sein de l'école et du coup, ben, j'allais pas chercher par moi-même. J'avais ouï dire que ça existait, c'était sans plus pour moi, quoi. J'ai pas ouvert une seule fois, je savais même pas télécharger un film, je savais pas télécharger un logiciel, je ne sais toujours pas faire. Bien, c'est pas bien Donc, les groupes téléchargements. Donc voilà, honnêtement, c'était le dernier de mes soucis, quoi. Je me contentais de ce qui se passait à l'école et c'était très bien comme ça. Bah, merci à vous d'avoir participé. J'ai lu que ça partait petit à petit. C'était cool. J'espère que ça Yep. a plu. Ouais, bah je pense on va arrêter là. J'ai pas de questions qui me viennent en tête. C'était super intéressant. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est cool. Bah du coup, on va donc s'arrêter là. Merci beaucoup, bah, Kenza, d'avoir accepté de venir dans ce Parlons VFX, un peu différent du coup, parce que donc toi, t'es pas du tout dans la partie artistique, mais c'était super méga intéressant et on en ressort tous ben, grandi parce que du coup, bah, ça nous permet de, bah, mine de rien, moi j'ai appris plein de choses là aujourd'hui. Qui C'est peuvent top. nous aider du coup bah, pour faire nos bandes démos, pour savoir comment bah, contacter les recruteurs, toutes ces choses-là qu'au final, bah voilà. Puis non, N'hésitez pas, franchement, c'était super intéressant. Je suis très contente ça que me fait tu aies plaisir. accepté de venir. C'est à moi que ça fait plaisir parce que voilà, j'ai commencé qu'il y a ben, très récemment, 2 ans, c'est quand même 2 années, c'est quand même très récent. Ça me fait plaisir de pouvoir assister à un live pour parler de ma petite expérience. Donc c'est à moi que ça fait plaisir et puis surtout avec plaisir de se retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter, qu'on puisse encore continuer à partager ensemble. Et voilà, ce sera avec plaisir. Ben, vous ferez partie de mes contacts. Et puis voilà, comme ça, je pourrai vous trouver facilement aussi si vous cherchez, etc. Mais c'est à moi que ça fait plaisir, Cindy. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Même moi, j'ai trouvé ça super enrichissant. Pour moi, c'est encore des nouvelles expériences et c'est toujours un plus pour moi de participer à ce live, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Voilà, comme je disais, j'adore ça, donc c'est trop cool. Merci à toi. Et merci à vous tous d'avoir participé.